Les médias ne parlent que de ça. C'est censé à la fois aider à l'urgente protection de l'environnement, mais également générer des revenus. C'est quoi exactement l'économie verte? En quoi consiste-t-elle? Comment peut-elle constituer une opportunité pour les Africains qui ont déjà du mal à comprendre la pression sur eux exercée pour changer leurs habitudes de consommation et d'agriculture? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs du secteur de l'environnement. D'abord, Madame Onej Nsele Mimpa, la vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, monsieur Alain. Merci d'être là. Notre second invité est Madame Binta Bari, avocate au barreau de Paris et Young Energy Leader au Conseil mondial de l'énergie. Bonjour Madame Binta Bari. Bonsoir, monsieur Foucault. Troisième invité de ce plateau de Dakar consacré à l'énergie verte, Monsieur Ibrahima Cheikh Diong, sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur général du groupe de l'ARC, l'African Risk Capacity. Bonjour Monsieur Ibrahima Cheikh Diong. Bonsoir Alain. Notre quatrième invité est Monsieur Sidi Oulta, le directeur général de la BADEA, la Banque arabe de développement économique en Afrique. Bonjour Monsieur Sidi Oulta. Merci, Alain. Alors, on parle beaucoup de l'économie verte, beaucoup d'économie verte. J'ai envie qu'on comprenne déjà ce que c'est l'économie verte, en quoi ça consiste. Est-ce que cela veut dire qu'il existe une nouvelle économie qui s'occupe de ce qui est purement environnement, Monsieur Diong? Alors, l'économie verte consiste essentiellement à dire qu'au-delà des problématiques posées par le changement climatique, elle présente aussi des opportunités qui permet par l'innovation de créer donc un marché qui permet à ce que non seulement au sein du continent africain, mais aussi à des investisseurs qu'on puisse investir dans une économie qui permet de créer des emplois, mais qui permet aussi de pouvoir protéger les populations. Mais on vit généralement le fait de la protection de l'environnement en Afrique, qui est le plus petit pollueur qui existe, comme une contrainte. C'est-à-dire on n'a pas le sentiment qu'il puisse y avoir autour de ça mais des opportunités, Monsieur Oulta. Est-ce que ça existe des opportunités autour de l'économie verte? Bien sûr, l'Afrique regorge d'opportunités. Si on prend par exemple l'exemple des ressources minérales que recèle le sous-sol africain, donc les minéraux les plus importants pour le développement des batteries électriques, pour le développement des véhicules électriques, donc sont en Afrique. Nous avons tous assisté au forum, l'Africa Business Forum en République démocratique du le Congo. DRC Business Forum. Et donc, c'est un exemple. Il y a aussi, au niveau de l'agriculture et au niveau des forêts, des capacités, des potentialités immenses pour développer réellement un marché des émissions de carbone. Prenons les choses par le début déjà. On est un continent qui est le moins pollueur. Je pense qu'on représente moins de 4% de la pollution mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à demander aux Africains d'en faire une priorité aujourd'hui? Madame Binta Bari. Injustice peut-être. Je pense surtout qu'il va falloir s'orienter plutôt vers un mixte. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux Africains de délaisser leurs énergies fossiles qui leur permettraient de pouvoir finalement très rapidement électrifier le continent. Puisqu'on a besoin d'énergie pour se développer, pour construire on a besoin d'énergie pour les populations, une industrie. On a besoin d'énergie pour l'industrie. On a aussi besoin, et on peut faire en sorte que notre développement soit adossé d'une certaine manière sur le vert, mais on ne peut pas demander aux Africains de faire le sacrifice de leurs ressources abondantes et encore peu chères donc on est d'accord là-dessus qu'il y a quand même quelque chose qui sonne comme une hypocrisie collective en disant, voilà, nous polluons pour 96%, vous pour 4%, mais vous devez faire des efforts parce que vous êtes les plus fragiles et vous êtes ceux qui sont frappés en premier. Je ne poserai pas le débat en ces termes. Mais c'est peut-être ça la réalité. Je ne poserai pas le débat en ces termes, mais il est vrai que la priorité pour moi, c'est le développement économique, et celui-ci aura besoin d'énergie de manière abondante. Ces énergies-là, on les a, elles sont présentes. On a du gaz, on a du pétrole. Après, on a aussi beaucoup de soleil, on a de l'eau. Donc, oui, mais il faut de la technologie pour transformer tout ça. Exactement, et on ne la détient pas encore. On ne détient pas encore cette technologie. Et dans le même temps,
Dans le même temps, on a besoin de protéger cet environnement, puisque lorsque l'on regarde le dérèglement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. On ne peut pas dire, nous, on ne pollue que pour 4%, donc on ne va pas faire d'efforts, Madame la Ministre. Effectivement, ce qui est à retenir ici, c'est qu'on ne peut pas ne pas parler de protection de nos forêts ou de l'environnement, bien qu'étant des pays moins pollueurs. Aujourd'hui, moi, je suis totalement contente que ce problème, depuis l'année passée, soit porté à des plus hauts niveaux et à des instances plus mondialiste, disons. Aujourd'hui, on parle du bassin du Congo. Il y a 2 ans, personne ne savait que nous avions justement cette capacité. Oui, mais certains disent, maintenant, on se tourne tourne vers nous. Le pays solution, c'est un slogan depuis l'année passée, certes. RDC, mais aujourd'hui, pays solution, Mmh. oui. Mais voilà, il y a encore toute une procédure. Donc, nous sommes engagés dans ces solutions-là, tout en disant qu'il nous faut des préalables. Et nous travaillons justement avec ces préalables, pour ces préalables-là, et faire en sorte. C'est quoi ces préalables? Les préalables, c'est les discussions, revenir sur des questions fondamentales, notamment le développement de nos infrastructures, de l'énergie, de l'eau. C'est-à-dire, vous pensez qu'il faut que les autres qui polluent aujourd'hui participent à cet effort que l'on demande aux Africains? Voilà, je dis juste que c'est légitime que de pouvoir attirer justement les financements pour pouvoir transformer véritablement nos pays à des pays. C'est-à-dire on n'arrête pas le développement. Voilà, on n'arrête pas le développement pour les autres. Nous nous développons tout en sachant que nous contribuons justement à la protection de l'environnement. Alors, je vais revenir à ma question, M. Diong. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut devenir une priorité pour les Africains, cette question de la protection de l'environnement? Est-ce que c'est la priorité des priorités? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les autres ne devraient pas véritablement participer à cette protection de l'environnement, ne serait-ce qu'en nous aidant à protéger cet environnement? Alain, le débat se pose, à mon avis, à 3 niveaux très spécifiques, très rapidement. C'est la question de la résilience, de l'adaptation et de la mitigation des questions de l'environnement. Ce que les Africains posent, et je suis d'accord d'ailleurs sur cette manière de la poser, c'est qu'aujourd'hui, comme on pollue moins, mais néanmoins, on est affecté par l'effet néfaste et négatif des changements climatiques. Et cet effet-là, c'est la sécurité alimentaire, c'est les populations vulnérables qui sont touchées par ces effets donc, de la sécheresse et autres. Ce que les Africains demandent, c'est qu'en s'assurant que quand on mobilise des financements pour les changements climatiques, on puisse avoir des revenus, des ressources financières qui permettent de rendre l'Afrique beaucoup plus résiliente en termes donc, de protection des personnes vulnérables. Deuxièmement, c'est dire qu'aujourd'hui, les pays développés se sont engagés à apporter 5 milliards de dollars par an dans les 10 prochaines années pour financer des projets d'adaptation. Nous voudrons que ces engagements soient respectés pour permettre à ce que les Africains puissent encore investir dans des projets d'adaptation. Mais ces milliards, c'est ce que l'on dépense tous les mois pour la guerre en Ukraine. Absolument. Tout ça pour dire que donc, ces engagements de 100 milliards de dollars peuvent être respectés si on peut faire pareil. Si on en avait envie, si c'était une priorité. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un COP27 qui se présente, que l'Afrique va abriter, on a une opportunité unique à ne pas attendre un Africain de faire preuve de leadership et de demander à ce que ces engagements, des milliards qui ont été promis à la COP26, soient respectés pour que l'Afrique ait accès à des ressources pour nous permettre d'être beaucoup plus résilients, d'une part, mais de financer des projets d'adaptation dans le changement climatique. Madame Barry, est-ce que vous comprenez la réaction d'un certain nombre d'Africains qui disent tout ça c'est de l'hypocrisie parce que s'il y avait une véritable volonté de lutter contre le réchauffement climatique, cela ferait déjà des efforts chez eux et aiderait à faire des efforts chez nous, tout simplement en payant puisque c'est eux qui polluent. Ça, on a du mal à convaincre les jeunes qu'il faille que ce soit eux qui obèrent leur développement au profit de ceux qui ont pollué pendant tout ce temps. C'est intéressant de poser ce débat en ces termes parce que c'est un peu ce qui saute aux yeux lorsqu'on est dans tout ce monde de l'énergie et qu'on entend discuter les gens. Je pense que quand on prend l'Arabie Saoudite, par exemple, qui maintenant transitionne vers le vert, quand on prend l'Europe qui va appuyer sa réindustrialisation des prochaines décennies sur le vert, quand on prend des pays comme la Chine qui ont de l'hydro à non plus savoir qu'en faire, je dis que non.
Je pense véritablement que les sociétés industrialisées font leur effort pour essayer de se décarboniser. Certains parce qu'ils n'ont plus de ressources ou qu'ils n'en ont jamais eu et qu'ils ont des difficultés à y accéder. On le voit avec la guerre en Ukraine. Certains parce que tout simplement ils préparent leur sortie du pétrole. D'autres se disent on a de l'hydro, on a la capacité technique de pouvoir le développer, faisons-le. La Chine par exemple, et on va remporter moins du coup. L'Afrique n'a pas eu à 2 siècles de retard sur l'industrialisation. Celle-ci est impérative pour la transformation culturelle que nous souhaitons tous voir s'opérer sur le continent. Maintenant, lui demander de sacrifier ses ressources, son pétrole, son gaz, pour sauver la planète, alors qu'ils sont les moins pollueurs, c'est compliqué. Mais en même temps, en tant que jeune et en tant que militante dans le secteur de l'énergie et aussi en tant qu'amoureuse de la planète, l'idéal serait véritablement d'avoir du 100% green en Afrique, si c'était possible. Oui, mais quelqu'un disait, je lisais il y a quelques jours, quelqu'un qui disait, même si on était 100% green, ça ne changerait pas, ça ne sauverait pas la planète, M. Sidi Oulta. Il se dit, nous, on est 4%. Si on est 4%, si les 4% deviennent 100% green, il n'y a pas, c'est juste à peine un frémissement. Il faut regarder les questions d'environnement et de changement climatique comme des questions qui intéressent toute l'humanité. En fait, on ne peut pas les traiter au niveau africain ou les traiter au niveau oui, mais dans le même temps, dans le même temps, ça change l'environnement, l'écosystème africain, si on doit changer d'attitude. En fait, je pense qu'on peut concilier entre l'engagement de l'Afrique dans le cadre d'un engagement international pour sauver la planète et aussi les impératifs de développement des pays africains. Donc, en fait, je pense qu'une transition, on ne peut pas demander à l'Afrique du jour au lendemain de tourner au vert du jour au lendemain, mais je pense que progressivement, l'Afrique elle-même pourrait profiter de cette transition vers l'économie verte pour réellement tirer profit de ces ressources. Donc, je pense que le potentiel éolien, comme l'a souligné Binta, est un potentiel extrêmement important, le potentiel solaire, l'hydrogène. Il y a énormément J'insiste un peu lourdement parce qu'il y a pas mal de questions. Quand on travaille sur ce sujet, il y a pas mal de questions qui reviennent. Par exemple, quelqu'un qui fait remarquer qu'on a mentionné il y a quelque temps, d'ailleurs le président Alassane Dramane Ouattara a piqué une petite colère sur la question, que le cacao était pollueur, que c'était une plante polluante. Il fallait voir parce qu'elle favoriser l'avancée de la sécheresse. Et on se dit, et si il n'y a plus de cacao en Côte d'Ivoire, on fait quoi? On remplace par quoi? Et qui remplace? Par quoi on remplace ça dans l'économie ivoirienne? Non, je pense que, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, on passe d'une situation à une situation diamétralement opposée. Mais je pense que progressivement, l'Afrique est capable d'innover en termes d'exploitation de son potentiel d'économie verte, créer plus d'emplois sur le continent, fournir des opportunités pour les jeunes, permettre aussi l'autonomisation des femmes et créer plus de valeur ajoutée sur le continent. Donc, c'est un développement des chaînes de valeur agricoles qu'on peut réellement... Et les chaînes de valeur, par exemple, dans la batterie électrique. Justement, je veux en parler parce qu'au-delà de tout, il est évident qu'il faut protéger l'environnement, c'est un fait. Ce n'est pas une histoire d'adhésion ou pas, il faut le faire. Mais maintenant, il va falloir que l'on ait convaincu tout le monde d'y participer en lui apportant des solutions, en étant très clair. Là, dans le cas de la République démocratique du Congo, OK, il y a beaucoup de ressources minérales et... il y a une action qui s'est posée, qui vient peut-être confirmer la règle selon laquelle, devant une crise, il y a forcément une opportunité. C'est bien ça, non, Madame la Ministre? Voilà, pour nous, c'est vraiment une opportunité de penser à faire bien et à faire mieux. Comme on le sait, la ferme volonté du président Tshisekedi a toujours été la revanche du sol sur le sous-sol. Mais là, concrètement et concomitamment, vu les opportunités, nous avons voulu mettre un accent sur l'énergie verte et sur le développement justement de la chaîne de valeur sur les batteries. Aujourd'hui, les questions environnementales, on n'a pas attendu qu'il y ait les COP ou la COP 26 ou d'être reconnu comme le poumon. Nous avons accordé à cette question, nous, en RDC, une
importance majeure. Depuis peu quand même. Depuis peu, Depuis puisque peu. l'environnement aujourd'hui occupe une vice-primature, ce qui n'a jamais été fait, pour montrer justement à quel point nous avons mis la question sur la transition énergétique parmi les priorités. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus une opportunité de développement, de diversification de l'économie, et surtout, nous attirons vers nous la qualification et l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons autant de matières premières que nous exportons en brut, que nous pouvons transformer dans le pays. Et pour nous, ça constitue bien plus que l'aspect de protection de l'environnement, mais ça devient une source de développement pour nos communautés, plus d'emplois pour nos jeunes, plus de taxes. Donc, Concrètement, ça se matérialise comment? Voilà. Parce que celui qui écoute ça, il s'est dit, oui, que fait le Congo aujourd'hui pour que ce soit une opportunité? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que l'on puisse dire, OK, le Congo a saisi une opportunité, celle de la lutte contre le réchauffement climatique? La première action, c'était déjà de vous convier, de convier nos partenaires au DRC Africa Forum l'année passée. C'était de partager cette vision, ce grand projet, ce grand rêve du président et de ce gouvernement, commencer la discussion avec les grands du secteur qui nous aideraient à cheminer justement vers la transformation de ces matières premières. Aussi, ça nous permet de lever les fonds. Aujourd'hui, la tension sur le trésor public est encore suffisamment élevée pour permettre à ce que nous financions seuls cette transition énergétique. En plus de l'industrie des batteries, il y a d'autres initiatives dans la protection de l'environnement. Il y a d'abord les batteries électriques. Voilà. Et concomitamment, justement, nous travaillons sur des solutions, sur des mesures, et nous serons encore présents en Égypte pour la COP27. Et nous viendrons dire concrètement ce qui a été fait. En plus de cela, donc, lors de la COP26, le président de la République, encore une fois pour montrer sa volonté, a signé justement la LOI avec CAFI pour pouvoir améliorer la gouvernance sur les forêts, déclencher, donc on a levé les fonds, et pouvoir accompagner justement cette transition énergétique que nous voulons effective pour nos populations. Voilà. Qu'est-ce qu'elles gagnent, les populations, dans l'affaire? Elles gagnent que nous levons les fonds pour des projets à impact social. Aujourd'hui, on nous dit ne plus couper les arbres, par exemple, mais ne plus couper les arbres ne veut pas dire, pour une couche, voudrait dire ne plus vivre. Aujourd'hui, il nous faut des projets d'infrastructure, des projets de développement pour pouvoir attirer justement et sortir nos populations de ces forêts qui survivent en utilisant le bois de chauffe, en leur montrant justement qu'il y a une autre manière de chauffer, il y a une autre énergie que nous pouvons produire, et tout ça, nous pouvons le faire qu'avec des financements et des projets à impact visible. J'ai envie qu'on parle opportunité, puisque de toute façon, il va bien falloir s'y mettre, mais il va falloir que pour s'y mettre, on convainque les populations du bien fondé de cette action, qu'elles comprennent qu'on ne les condamne pas, parce que pour l'instant, quand on leur parle d'avenir, quand on leur parle dans 50 ans, la plupart se disent, nous, on ne sera pas là, et peut-être que nous n'aurons pas survécu pour faire des enfants, même pour qu'ils puissent être là. Et les jeunes se disent, mais on aimerait bien être là dans 50 ans. Alors, comment on les séduit, comment on leur explique que ça peut être une opportunité à des jeunes de se lancer dans l'économie verte? En quoi ça consiste, d'après vous, aujourd'hui, M. Dion? Je pense qu'il faudrait d'abord, encore une fois, c'est important, Alain, de revenir sur le fait que pour pouvoir faire de l'économie verte une opportunité, à mon avis, il y a 3 aspects extrêmement importants. D'abord, c'est au niveau de l'engagement politique des États africains. Et de reconnaître que c'est une opportunité qu'il faut saisir, mais il y a des préalables. Et ces préalables, d'une part, c'est des investissements dont on en parle, mais aussi c'est le leadership. Je prends par exemple pour le cas de l'institution que je dirige. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple... Qui est l'African Risk Capacity. L'African Risk Capacity, on a constaté effectivement au niveau des changements climatiques, il y a un impact direct sur les populations vulnérables, les communautés vulnérables, en termes de sécurité alimentaire et autres. Le fait que l'Union africaine a pris la décision de créer une institution essentiellement dédiée à atténuer donc cet impact sur les populations, à mon avis, fait preuve de leadership donc, de l'Afrique
Et c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager, soutenir et supporter, montrer que l'Afrique n'attend pas seulement le reste du monde pour pouvoir de venir en aide en cas donc, de catastrophe liée donc, au changement climatique. Deuxièmement, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a parlé d'ailleurs dans la session que vous avez dirigée, comment est-ce qu'on peut de manière innovante mobiliser des ressources financières qui permettent à pouvoir augmenter les capacités donc, de réaction ou en tout cas de solution du gouvernement africain et le transfert des risques liés au changement climatique vers l'assurance permet à nos États d'avoir des ressources financières additionnelles hors budget, de pouvoir réagir et pour qu'il n'y ait pas un impact sur la vie des Africains. Je pense que d'abord, si on règle la question de la résilience, maintenant la question de l'adaptation, ma préoccupation première, j'allais dire, il ne s'agit pas seulement des questions de ressources financières additionnelles. Il faudrait qu'il y ait des plans d'investissement dans nos pays pour que quand ces 100 milliards de dollars sont disponibles, qu'on puisse donc mais on les trouve où, puisqu'on a du mal à les lever sur le marché et que lorsque l'on se présente en étant un État africain ou une institution africaine, on a du mal à lever les financements. Comment on fait ça? Il y a différents... D'abord, il faut que les engagements qui ont été pris à COP26 soient respectés quand même. C'est 5 milliards. Vous savez très bien que personne ne respecte tout ça. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais personne ne respecte. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'hypocrisie. L'Afrique ne peut pas quand même rater cette opportunité de mettre sur la table. Nous polluons moins. Nous avons quand même une obligation. En tout cas, le reste du monde a une obligation vis-à-vis de l'Afrique de s'assurer que ces engagements financiers soient respectés. La question, c'est qu'il faudrait anticiper, à mon avis, en Afrique, avant que cet argent soit disponible, pour qu'on puisse avoir des projets d'investissement, préparer des projets structurants, des projets bancables pour lesquels ces ressources peuvent être utilisées pour que ça puisse apporter quand même une vraie valeur ajoutée, j'allais dire, donc, au continent africain. Donc, il ne faut pas attendre que l'argent soit disponible pour pouvoir se préparer. L'Afrique devrait pouvoir créer donc, des mécanismes de préparation des projets. Vous savez, nous on parle pour le plus grand nombre. Et le plus grand nombre n'est pas technicien du domaine. Quand on dit l'Afrique doit se préparer, ça veut dire quoi concrètement ? Dans votre bouche, vous pensez à quoi? Alors, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a remarqué, au-delà même de l'environnement, le grand problème auquel l'Afrique est confrontée, au-delà même des investissements, c'est qu'avec une capacité de préparation des projets d'investissement qui sont faisables, bancables, pour que quand il y a des investissements, qu'on puisse les diriger vers des projets qui sont déjà préparés. Donc, quand je parle que l'Afrique doit se préparer, c'est au même moment d'attirer les investissements, qu'il y ait des mécanismes de préparation des projets, pour qu'une fois que l'investissement est disponible, qu'on a au moins, quand on va vers les investisseurs, des projets sur lesquels ils sont étudiés, structurés, faisables et préparés, de sorte qu'on puisse quand même diriger ces investissements vers des projets qui sont prêts et qui sont d'une certaine maturité. C'est là où je parle de la préparation de l'Afrique. Alors, on entend pas mal parler de carbone, de vente de carbone, etc. Pour nous, les ignorants, on se dit, comment on vend ça concrètement? C'est quoi? Le bonhomme qui est dans sa plantation, comment il vend ça? Finalement, on dit, il paraît que c'est lui qui est l'homme de demain. En fait, il y a des marchés carbone, donc pour être très très simple, je pense qu'il faut d'abord qu'on sorte de ce schéma d'attendre l'aide publique au développement, d'attendre l'aide des donateurs. Il faudrait que ça n'a jamais promu le développement. Voilà, il faudrait qu'on pense à la mobilisation des ressources africaines, mais aussi à la mobilisation des ressources des marchés des capitaux. Parce qu'en fait, les ressources, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui, c'est les marchés internationaux. Mais sauf que ça ne vient pas vers l'Afrique. L'Afrique n'a que 1% des financements verts disponibles. Aujourd'hui, les émissions de bons verts en Afrique ne représentent que à peu près 1% des émissions de bons verts dans le monde. Donc, je pense que là aussi, on doit faire preuve d'innovation en faisant appel donc, à l'ingéniosité des Africains et en particulier en donnant ce rôle aux banques multilatérales de développement qui, avec leur niveau de rating, peuvent mobiliser des ressources à des taux très abordables. Oui, mais quelqu'un qui vient voir M. Oulta à la Badea en disant, voilà, j'ai entendu parler à la télévision du crédit carbone, etc. Je suis dans l'agriculture où j'ai envie de me lancer. Vous lui dites quoi? C'est quoi le principe? Non, je pense que l'une des solutions les plus simples et qui pourrait réellement permettre d'avoir un effet multiplicateur, c'est justement d'utiliser ces crédits carbone qui correspondent un peu à la valeur donc des séquestrations de gaz à effet de serre, donc d'utiliser ces montants pour rendre les prêts sans intérêt. Donc on peut tout à fait imaginer, par exemple, au lieu d'avoir 100 millions de dollars
de crédit carbone. Donc, au lieu de les avoir pour financer un projet qui vaut 100 millions de dollars, on peut réellement penser à 10 milliards de dollars avec ces 100 millions de dollars. Parce que allez-y doucement pour nous qui ne comprenons pas toujours, parce que là, c'est très compliqué. Très simplement, voilà, la BADEA, par exemple, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, peut prêter pour le financement d'un certain nombre de projets avec des taux d'intérêt assez modérés, parce qu'avec sa note AA, elle peut mobiliser sur les marchés financiers des ressources assez abordables. Au lieu donc de financer un projet à 100 millions de dollars qui va servir juste une province ou une région, ces 100 millions de dollars, s'ils sont utilisés pour payer les taux d'intérêt que la banque est censée percevoir. Donc, oui, parce que les taux d'intérêt, il y en a, pas mal. Donc, ces 100 millions, s'ils sont utilisés, elles peuvent permettre à la BADEA donc, de financer, et pas seulement la BADEA, d'autres banques de développement, de financer plusieurs milliards de financement. Donc, au lieu d'utiliser les crédits carbone uniquement pour l'exécution de projets limités, on peut penser à un nombre important de projets qui auront des valeurs de plusieurs milliards si ces crédits carbone sont utilisés uniquement pour payer les intérêts, ce qui permet aux bénéficiaires des financements pas seulement d'avoir des sommes importantes, mais aussi de financer une multitude de projets et avec un taux d'intérêt zéro, qui demande mieux. Alors, quand on entend tout ça, bon, on se dit c'est vraiment dans les hautes sphères, c'est-à-dire, monsieur, tout le monde se demande comment j'entre dans cet écosystème-là. Non, très simplement, on va prendre l'exemple d'un épicier. Voilà, j'aime mieux. Ouais. Voilà, pour simplifier les choses. Voilà, M. Diong donne à un jeune 10 000 francs CFA. Ces 10 000 francs CFA, le jeune peut les prendre pour acheter des cacahuètes et les vendre sur le trottoir. Mais ces 10 000 francs CFA peuvent être utilisés pour remplacer les taux d'intérêt, pour emprunter auprès d'une banque locale quelques dizaines de millions de francs CFA, et le taux d'intérêt, les intérêts que le jeune ou les jeunes devaient payer, peuvent être payés par les 10 000 francs. C'est vraiment un truc de spécialiste, là. Parce que je dois avouer que je fais des efforts, mais je plane. Très simplement. Vous savez que sur un prêt, par exemple, d'1 million de francs CFA, on pourrait être amené à payer 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA d'intérêt. Donc, ces intérêts-là, au lieu de donner à un jeune 10 000 francs CFA et aller sur le trottoir vendre des cacahuètes, vous pouvez, avec les 10 000, payer les intérêts sur des crédits beaucoup plus importants et distribuer ça à 10 jeunes ou 100 jeunes. D'accord. Voilà, donc c'est simplement ça. Alors, quelle autre opportunité offre cette économie verte, Binta Bahri? Tout à l'heure, vous parliez de l'énergie qui est dans votre secteur d'activité. Comment capitaliser dessus dans cette période où on parle d'économie verte? Il y a quand même 600 millions d'individus sur le continent qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Et ça a un impact phénoménal sur les perspectives de développement sur les prochaines décennies du continent. Du coup, et on voit que dans le même temps, des pays qui ont pollué pendant des siècles font un retour en arrière qui est normal et qui est très attendu, et qui vont, en finançant, en acceptant de financer des infrastructures vertes sur le continent, réaliser aussi du profit. Donc cette économie verte, moi je peux pas parler je suis dans le financement personnellement, donc je peux pas parler de dons dans le vert en Afrique. C'est principalement des investisseurs à la recherche du plus haut rendement possible qui vont conclure des accords avec des États ou avec des industriels pour leur construire des centrales et percevoir de l'argent. Donc, il faut que ce soit rentable. C'est une histoire de gros sous. Là où les Africains qui ne maîtrisent pas aujourd'hui la technologie, qui n'ont pas aussi la capacité encore pour le moment de financer totalement leurs infrastructures, sauf gros efforts de l'épargne locale, et je le souhaite, mais surtout aussi qui n'ont pas les chaînes,
les chaînes de valeur pour pouvoir construire sur place leurs propres infrastructures. Ce qu'on peut gagner aujourd'hui dans le vert, c'est de la formation. Donc, c'est pousser pour que dans les contrats qui sont conclus avec ces investisseurs étrangers, avoir beaucoup de contenu local, ce qui peut créer ensuite de l'émulation au niveau local. On peut aussi espérer qu'à terme, les Africains soient eux-mêmes en capacité de pouvoir aller voir un développeur et lui dire « je peux financer moi-même » C'est pas pour tout de suite, n'est-ce pas? Voilà. Mais pour l'instant, le seul avantage que je vois économiquement dans le vert pour l'Afrique, c'est recevoir de l'énergie dont il a besoin et aussi pousser pour qu'à chaque fois, la population et les travailleurs soient formés et soient exposés à d'autres manières de produire de l'énergie. Alors, African Risk Capacity est plutôt dans le vert, c'est une, on va dire, une partie du groupe ARC qui est à l'intérieur des Nations Unies, c'est bien ça? De l'Union africaine? Alors, on est un exemple parfait du partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies. En réalité, on est une agence spécialisée de l'Union africaine, gérée par les Nations unies, donc on ne peut pas trouver meilleur exemple de partenariat au niveau des institutions donc des Nations unies et aussi de l'Union africaine. Alors, je disais que, encore une fois, le fait qu'on a été créé, à mon avis, montre carrément que l'Afrique est en train de faire preuve de leadership sur la question de résilience en Afrique. Parce que ce que nous faisons est essentiellement basé pour rendre le continent africain beaucoup plus résilient vis-à-vis au changement climatique. En quoi faisant? La première étape, c'est aider les pays africains à avoir une visibilité sur leur profil de risque par rapport au changement climatique. Une sécheresse, heureusement, d'ailleurs, ça se passe pas. Ne parlez pas trop savant, parce que là, d'un coup, les gens se perdent un peu. Concrètement, c'est quoi votre rôle au quotidien? En quoi vous apportez quelque chose aux populations? Alors, je vous donne un exemple très simple. Prenons la sécheresse. Heureusement, ça ne se passe pas, au moins, on peut anticiper sur un peu la pluviométrie. En sachant qu'il y aura une sécheresse dans 2 ans, ça permet à un État d'avoir 2 options. De retenir le risque lié donc à cette sécheresse en mettant dans son budget des ressources financières pour venir en aide aux populations. C'est-à-dire dire, bon, il y a un risque de sécheresse, quand on fait notre budget, on met de l'argent de côté au cas où il y a une catastrophe. Alors l'autre option, c'est là où nous venons donc en aide, c'est de transférer le risque vers les assurances, en payant une prime d'assurance qui permet à un État de pouvoir accéder à des ressources financières supplémentaires hors budget et qui permet à l'État, dans les 2 semaines où il y a une catastrophe, d'avoir des ressources financières et d'intervenir immédiatement. Et ici, la cible, elle est très précise, ce sont les populations vulnérables qui sont affectées. C'est une assurance, en gros, que l'État prend auprès de vous. Paramétrique, qui est donc un certain nombre de paramètres pluviométriques, pour ne pas être très technique, mais ça permet tout simplement à l'État de savoir que gouverner, c'est anticiper. Ce n'est pas d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait ces catastrophes et se retrouver en attendant que l'aide humanitaire arrive de l'extérieur. À ce moment-là, il y a des populations qui meurent. Et donc, quand il y a une catastrophe, chaque seconde compte. Et c'est là où, à mon avis, au-delà même des investissements dans l'adaptation, la résilience du continent africain, il faut d'abord protéger les populations avant de parler d'investissement. En fait, vous êtes une assurance auprès des États. On est plus qu'une assurance parce qu'avant qu'on arrive à l'assurance, il faut quand même profiler le risque. Il faut quand même aider l'État à développer un plan de contingence. Et après, si l'État décide d'aller vers l'assurance, c'est une option à exploiter. Mais tout simplement de dire qu'on a des ressources financières additionnelles potentielles, qui est l'assurance. Mais il y a aussi d'autres instruments financiers innovants qu'on peut mettre en place pour permettre à l'État, au-delà de son budget, d'avoir d'autres ressources financières pour pouvoir intervenir rapidement en cas de catastrophe pour éviter qu'il y ait des morts. Alors, moi, quand j'écoute ça, je me dis, est-ce que vous arrivez déjà à fonctionner aujourd'hui? Est-ce que les États jouent le jeu avec toutes les difficultés qu'ils ont, est-ce qu'ils jouent le jeu avec vous? Est-ce qu'ils souscrivent cette assurance? Non seulement ils jouent le jeu, mais depuis 10 ans, après 10 ans d'existence, on a au moins fait une couverture de 1 milliard de dollars sur 35 pays membres de l'État du continent africain. On a protégé plus de 100 millions de personnes à travers le continent africain. On a fait donc des décaissements autour de 100 millions. Dans quel pays? Alors on a quand même 35 pays membres. Au moins 20 de ces pays membres ont bénéficié de ce que je viens de dire en termes de couverture. Donc ce n'est pas un concept,
c'est une réalité et les populations ont été protégées. Là, maintenant, la question, comment multiplier ça pour que ça couvre tout le continent africain, pour qu'on puisse couvrir plus de populations possible. Alors, quand on parle d'opportunités dans le domaine de l'économie verte, c'est vrai qu'on se retourne de plus en plus vers la RDC. Mais les gens se disent, est-ce que c'est toujours des projets où ça se matérialise vraiment? Quand est-ce qu'on pense pouvoir voir des batteries électriques dans ce pays qui a tant de minerais et qui est spécialement convoité par l'ensemble du continent? Ça va devenir une réalité quand, Madame la ministre? Nous y travaillons pour que ce soit le plus tôt possible. Déjà, ce que le gouvernement fait, c'est de se préparer. Donc, nous n'attendons pas. Au même moment que nous discutons avec ces potentiels investisseurs, nous travaillons, nous, pour nous préparer également, notamment déjà en ce qui concerne l'industrie des batteries. Donc, le centre d'excellence a été inauguré récemment dans le Grand Katanga. Nous avons signé il y a quelques semaines l'accord de mutualisation avec la Zambie. Et bientôt, dans un avenir proche, nous allons définir justement des sites qui devront abriter justement ces industries. Donc, concomitamment, nous continuons nos discussions avec les grands partenaires. Avec les grands partenaires qui ont manifesté l'intérêt et qui continuent de manifester cet intérêt. Et nous n'attendons pas. Ouais. J'ai cru comprendre que Tesla, Bosch et autres, vous étiez en négociation. Voilà, nous discutons. Et ici, la CEA joue aussi un rôle d'accompagnement dans les études et surtout dans le dialogue Commission économique africaine avec nos partenaires, la BADEA, Afreximbank et les autres, justement pour pouvoir permettre à ce que ça se transforme très rapidement. Et la RDC a choisi de matérialiser, de faire sa part entre-temps, pendant que les discussions, justement, évoluent, pour permettre à ce que, au moment où nous levons les fonds, comme on l'a dit ici, nous sommes prêts à démarrer et effectivement lancer cette industrie. Quand on parle de l'ensemble de ce projet, on a toujours le sentiment que ce sont les grandes firmes étrangères qui arrivent encore et qu'on a du mal à faire des champions locaux dans ce domaine. Est-ce qu'on y pense de plus en plus aux champions locaux? Pourquoi ça n'existe pas des champions locaux, Binta Bari? Les champions locaux, mon rêve, c'est de voir des fleurons d'industrie africains. On en cherche. Mais on en fabrique Dangote aussi. C'est une question de volonté politique, non? On a par exemple Dangote qui a la première raffinerie économiquement privée qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps ou sur le point d'être inaugurée. C'est vrai que dans un objectif d'émancipation économique, d'indépendance vis-à-vis de l'étranger, l'Afrique aurait tout à gagner à oui, mais il faut une volonté politique là-dessus. Est-ce que vous y pensez, vous, Madame la Ministre? Parce que la RDC, c'est le laboratoire aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Vous avez des pays solutions. Ce n'est même pas un choix, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez à des champions sur place? Parce qu'on entend toujours les noms des grandes firmes lorsque l'on parle au Congo. Jamais un groupe congolais. C'est dérangeant, non? Non, ce n'est pas dérangeant, puisque maintenant qu'on en parle, qu'est-ce que l'on fait? On agit. On accompagne, on lève les fonds, tout en sachant que cette industrie attirera une main-d'œuvre importante et surtout dans la sous-traitance. Donc, ces grands qui arrivent avec ces grands financements arrivent et comme Madame l'a dit tout à l'heure, après ils ne vont pas travailler seuls. Donc, il y a des secteurs qui seront garantis pour les nationaux et il y aura un transfert d'expérience, transfert de technologie. Mais il faudrait quand même une volonté politique parce qu'ailleurs, on a fabriqué des grands champions. On l'a parce que déjà, la RDC, non seulement elle est pays solution, mais elle agit. Nous avons vu notre président de la République s'impliquer personnellement, que ce soit dans le début de ce grand rêve qu'il a, de transformer véritablement nos minerais. Que ça devienne réalité. Hein. Voilà, et c'est une réalité parce qu'on avance, Monsieur Alain Foucault. Bon, nous avançons. Quand vous aurez la première batterie électrique, tout le monde... Vous reviendrez et on pourra l'inaugurer ensemble. Voilà, je promets, si je suis vivant, de venir. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. L'actualité continue sur RFI et France 24.